On va reprendre sur la dernière partie, qui sera assez brève. On va se donner à peu près une demi-heure pour clore et on s'est engagé qu'on ait libéré l'espace pour l'équipe de l'Opéra Comique dans ces eaux-là. Et je vous rappelle que si vous souhaitez poursuivre les échanges, nous nous retrouverons dans un café à proximité dont on vous donnera l'adresse, la taverne. Avant de poursuivre, on aurait aimé savoir s'il y avait des questions dans la salle, des réflexions, des réactions, des questions sur la table ronde ou sur ce qui s'est dit le matin. J'ai 2 personnes du TMN Lab qui ont des micros, qui vont se balader parmi vous. Et n'hésitez pas à leur faire signe si vous avez envie de partager quelque chose avec nous. A priori, non. Si ça vient plus tard, vous avez le droit aussi. Il n'y a pas de problème. Je voulais aussi vous rappeler qu'au sein du TMN Lab, donc on a ces espaces d'échange, les rencontres. Normalement, on en organise en vrai 3 par an. Et on espère pouvoir reprendre ce rythme sur 2022, qui ont toujours des moments pour vous poser les questions aussi de manière moins informelle qu'en prenant un micro. Vous pouvez aussi toujours nous contacter. Et quand je dis nous, je dis beaucoup Clément, ici présent, notre chef de projet communauté, qui, je crois, dans son travail avec nous, un des trucs qu'il aime le plus, c'est l'échange avec la communauté. Donc ça tombe bien, vu qu'il est chef de projet communauté. Et voilà, il sera toujours d'accord pour vous répondre. Moi aussi, dans la mesure du possible, j'essaye de répondre à tous les mails que je reçois, donc on est là aussi pour ça. Par ailleurs, pour les personnes qui sont adhérentes, on rappelle l'existence des cafés TMN Lab qui ont commencé pendant le 2e confinement ou 1er confinement. Réouverture, 2e, merci. Tous les 15 jours, on propose 1 heure de rendez-vous pour les adhérents en visio qui permettent d'aborder un sujet. Parfois, c'est une discussion un peu large. Parfois, on en profite pour aborder un point, transmettre un élément de formation, partager un témoignage d'un lieu inspirant ou d'une pratique aspirante. Et ça permet d'aller dans des entrées plus concrètes dans les sujets qu'on traite. Je crois que Clément avait envie de dire quelque chose avant qu'on fasse la conclusion. C'était de remercier parce que c'est important. Et du coup, je vais mettre mes slides qui ne s'affichent plus bien. Bonjour à tous. En premier lieu, la première chose que je voulais dire, c'était combien j'étais heureux de la première occasion qui m'est donnée de rencontrer beaucoup d'entre vous, beaucoup de membres, de compagnons de route du TMN Lab, avec lesquels j'ai le plaisir de travailler au quotidien, avec lesquels j'ai le plaisir d'échanger par téléphone, parfois sur des questions de mails d'inscription, parfois sur des questions beaucoup plus intéressantes de stratégie, sur des questions très opérationnelles sur les métiers, sur des questions de mise en relation, de retour d'expérience, sur des propositions de thèmes que vous souhaitez soulever et que vous souhaitez voir portés par la communauté TMN Lab. Donc, je voulais ajouter aux remerciements de Anne ce matin, mes remerciements à l'ensemble des membres de la communauté TMN Lab. Membres de la communauté qui est composée vraiment de personnes au profil très différents avec lesquelles c'est un véritable plaisir de travailler, d'échanger sur tous les sujets que vous nous soumettez et rappeler que le TMN Lab, ce sont avant tout ces membres qui le font. Et à l'heure où l'association se pose beaucoup de questions sur son développement stratégique, sur les chantiers qu'elle souhaite mener aujourd'hui en priorité, à un moment aussi où l'association essaye de rester très au premier plan de certaines questions qui sont des questions, encore une fois, très stratégiques, des questions de transformation, des questions de transition qui nécessitent beaucoup de temps pour que celles-ci maturent, qui nécessitent aussi beaucoup d'échanges pour qu'on en discute à plusieurs et que le TMN Lab puisse aussi représenter la voix de toutes les sensibilités qu'il compose. Il y a aussi des moments où on parvient à se retrouver autour de questions beaucoup plus opérationnelles qui concernent nos métiers au quotidien. Et les deux sont vraiment d'importance. On essaie de trouver un équilibre dans notre façon de gérer ces 2 temporalités, celle du temps long et de la réflexion, et celle du très opérationnel, celle de problématiques qui sont vraiment très axées sur nos métiers et qui ne font pas non plus l'économie de la réflexion, mais qu'on doit travailler évidemment différemment. Et puisque c'était la première occasion de vous le dire en personne, voilà, je suis vraiment très, très, très heureux de travailler avec l'ensemble des membres de cette communauté. Elle va croissante. On a chaque mois de nouveaux membres qui nous rejoignent avec de nouvelles problématiques, avec de nouveaux profils.
qui viennent de nouveaux secteurs et aussi de nouvelles disciplines. C'est très très enthousiasmant de voir que le TMN Lab s'ouvre à l'ensemble des disciplines du spectacle vivant, à certains métiers aussi des arts visuels. Ça nous permet de continuer à créer des ponts, dialoguer les uns avec les autres, se rendre compte que dans certains contextes ou sur certains métiers, il y a parfois des situations d'isolement qui en fait sont très vite levées quand on peut tous profiter d'un réseau, se mettre en relation les uns les autres et partager les points bloquants qui parfois n'en sont pas ou qui peuvent ne plus l'être à partir du moment où on sait s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres structures. Et vous dire que pour l'année 2022, on est en train de préparer aussi un programme de rencontre qui, j'espère, sera tout aussi enthousiasmant que celui-ci. Et pour refaire un dernier lien avec la précédente table ronde entre ce qui relève de la continuité et ce qui relève des ruptures, le projet de l'état des lieux qu'on vous a présenté aujourd'hui, qui a été développé vraiment dans un esprit de co-construction avec toutes les personnes que Anne a remerciées aujourd'hui, c'est un projet auquel chacun des membres de la communauté peut prendre part. Cet outil, il a vraiment été développé pour que chacun puisse d'abord y naviguer, le découvrir, puis le prendre en main, puis à son tour s'en emparer de façon différente. Vous pouvez vous en emparer au sein de votre structure dans une logique de curiosité d'abord, de formation ensuite, pourquoi pas, et puis aussi pour que chacun puisse se positionner par rapport soit à certaines questions, soit à certaines zones, soit à certaines problématiques. Mais derrière, au fil de vos relectures, au fil de vos analyses, vous pouvez tout à fait avoir envie de reprendre contact avec cet outil pour le nourrir avec vos observations, commenter peut-être, voir comment est-ce que certains verbatims vous parlent et quelles sont les paroles que vous souhaitez porter dans cet outil, et puis en agrégeant un certain nombre de ressources. Ça peut être des ressources que vous souhaitez porter, des ressources sur lesquelles vous souhaitez attirer l'attention. Donc n'hésitez pas. Si ce n'était pas aussi cliché, je vous dirais bien sky is the limit. Et surtout, ce qui est important, j'ai le micro, donc surtout ce qui est important, c'est vraiment qu'on prenne tous le temps de s'emparer de cet outil pour en profiter à l'échelle de nos structures et pour qu'on puisse chacun l'enrichir pour en faire profiter le réseau. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois beaucoup et je vous souhaite une très bonne conclusion, perspective, ouverture avant le verre que vous attendez tous et moi aussi. Merci beaucoup. Je vais inviter Martial Poirceau à me rejoindre pour la conclusion et n'oubliez pas, encore une fois, vous pouvez nous interrompre jusqu'à peu près dans 25 minutes quand il faudra vider la salle. Donc j'ai invité Martial à faire le difficile exercice d'une conclusion pour la journée. Tout à fait. Voilà, donc on peut se remettre là-bas. Alors conclusion, la conclusion c'est justement de ne pas conclure. Vous avez vu que comme dans tout débat, il y a plus, en tout cas le bon signe d'un débat c'est quand on part avec plus de questions que quand on est arrivé. Je crois qu'on a ouvert quand même un certain nombre de questions tous ensemble, chacun à notre endroit. Moi j'avais évidemment le beau rôle puisque n'étant responsable d'aucune structure, j'avais absolument de compte à rendre à personne, mais d'un autre côté une expérience qui est aussi beaucoup moins riche que celle de... Moi je pensais que tout le monde était là pour la conclusion, non ? En fait, c'était... Non ? Bon, ok. Donc, parce que du coup, c'est un peu bizarre de devenir un peu l'émanation de cette pensée collective qui s'est nouée. Mais en tout cas, ce que je trouvais très riche à bien des égards, c'est que, et c'est pas si fréquent dans les débats sur les cultures numériques, on a abordé les endroits différents que sont la question de la production de contenu, donc plutôt la problématique du créateur, même s'il y avait encore beaucoup de choses à en dire finalement, et tenu ensemble avec la question de la réception, et y compris des formes de réception malencontreuses. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans les échanges qui ont eu lieu, c'est à la fois la posture d'humilité et en même temps de clairvoyance, et en même temps, alors on avait appelé ça la part d'utopie un peu naïvement tous ensemble, mais en tout cas plutôt de prospective, dire que je voudrais surtout pas qu'à l'issue de cette journée, on se dise que de toute façon la problématique est tellement complexe qu'il n'y a aucun levier et que ce soit finalement l'alibi du renoncement. Au contraire, je pense que cet éveil critique, cette humilité qu'on a tous à avoir dans le secteur culturel quand on réalise à quel point on est une sorte de petite goutte d'eau dans cette énorme marée numérique, donc savoir à la fois rester à notre place, avoir conscience des limites de notre action et en particulier en termes le mot a été évoqué tout à l'heure, d'économie de l'attention. On est un tout petit élément, un tout petit maillon dans cette économie de l'attention et en même temps, on n'est pas un
produit culturel comme les autres. Je pense que les démarches qui ont été présentées ici, des lieux, il y a plus des lieux dirigés par les différentes personnes qu'on a entendues cet après-midi, travaillent sur des questions qui, à mon avis, peuvent effectivement acquérir une forme de visibilité assez inattendue. L'autre, alors en entendant un petit peu aussi les débats sur les tiers-lieux, je pense que le risque, en fait, c'est vraiment une idée qui m'est venue en entendant vraiment mes camarades, mes co-discutants, c'est que il faut pas céder à une sorte de tentation de la synthèse, en fait. Tous les lieux, tous les endroits du secteur ne sont pas voués à œuvrer forcément à quelque chose de commun. Je pense que la question des tiers-lieux, elle est d'abord, ça a été dit d'ailleurs, elle est d'abord construite à partir d'un modèle économique, en fait, et avec des outils qui sont ceux du modèle économique, et dans une conception ludique et récréative qui n'est pas forcément substituable directement dans différents champs du secteur culturel. Donc il est très bien que ces deux milieux puissent dialoguer, mais aussi puissent ne pas se comprendre. Je trouve ça très fécond, en fait, des fois, que on puisse s'entendre sur des objectifs, on puisse s'entendre sur des valeurs, et en même temps pas forcément sur des remédiations, des solutions, des propositions. Donc il faut peut-être que chacun reste à l'endroit de sa pratique et qu'on ne cherche pas, dans une espèce d'illusion de convergence des luttes, à se dire que face aux géants GAFA, face à tout ce qui nous traverse et qui nous dépasse, il faudrait faire un front uni, être tous ensemble. Voilà. Au contraire, je pense qu'il faut multiplier les espaces d'expérimentation, expérimentation inquiète. Je pense qu'on a défendu une vision inquiète et en même temps responsable, avoir conscience d'être aussi quand même à un endroit qui est générateur d'interrogation et d'intérêt. Peut-être que ça serait plutôt un regret dans les synthèses. À la fois, on essaye de tirer certaines ficelles et puis d'aborder tout ce qu'on n'a pas pu dire pendant la rencontre. Je pense qu'il y a vraiment cette dimension à prendre en compte et comprendre qu'on est probablement dans un moment de choix historique, en fait. Et finalement, dans cette espèce de typologie qu'on avait essayé de dresser, transition, transformation, mutation, il manque un terme, en fait, qui est la question de la bifurcation. Peut-être que finalement, on est dans un moment de bifurcation avec un mainstream qui se dessine, dont on commence à voir les contours, et qui n'est pas forcément la voie qu'on souhaiterait entreprendre, c'est-à-dire cette dimension mercantile finalement du numérique, cette réduction aux logiques du marché, ce retour des formes les plus traditionnelles d'appropriation capitalistique ou monopolistique, y compris de l'attention. Ça, on sait que ça existe, c'est à l'œuvre, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a des alternatives, il y a des chemins de traverse, et la culture, finalement, si on regarde l'histoire, elle n'a jamais été exactement à l'endroit où on l'attendait. Donc il n'y a pas de raison que ça change, finalement. Le côté un peu décalé, le côté subtilement à contre-courant que peuvent développer certains artistes, et quand je parle d'artistes, moi je parle aussi de toutes les personnes qui leur permettent d'exister en société et en public. Eh bien, c'est justement peut-être ça aussi que la société attend aujourd'hui du secteur. Et donc, la pire chose possible, je pense, ça serait d'être dans une sorte de prophétie autoréalisatrice. Il y a un texte d'un sociologue américain qui me vient à l'esprit, là, que je trouve très fécond, c'est Robert King Merton, qui a développé la théorie des prophéties autoréalisatrices. Et on a lu cet auteur très mal, en fait. On l'a lu comme un analyste des mécanismes du marché, de la finance et de la crise économique. Effectivement, ça fonctionne. Annoncer une crise économique engendre la crise. C'est ce qui s'est passé en 1929. Mais en fait, son texte est beaucoup plus subtil. Ça fait 10-15 pages. Et à l'intérieur de ce modèle-là, il pense des tas d'autres réalités que la question économique, et notamment la question des conflits interethniques, la question de la montée du racisme, enfin des tas de problématiques qui traversent notre société. Et il a un deuxième concept, en fait, qui est le concept de prophétie autodestructrice, en fait, en disant finalement la pire chose possible. Et alors, c'est un texte qui date des années 70, on n'était pas encore dans l'environnement numérique qui est le nôtre aujourd'hui, mais je pense que sa pensée, elle est plus actuelle que jamais. Internet génère des logiques d'adhésion collective massive, des logiques d'aveuglement collectif massif aussi,
dont on sait aujourd'hui qu'elles ont des effets sur nos comportements. Hein, ce n'est pas simplement des lubies d'internautes qui échangent des informations. Voilà, il y a quand même des gens qui ont envahi le Capitole sur la base du travail des réseaux sociaux. Donc il y a une efficacité politique immédiate parfois de ces choses-là. Mais en même temps, le remède est dans le mal. C'est-à-dire qu'effectivement, ces réseaux permettent aussi, et c'est là qu'on peut peut-être revenir aux utopies primitives dont on parlait tout à l'heure, des débuts du net. Alors pas forcément à cette vision libertaire un peu naïve, mais en tout cas à l'idée que peut-être ça peut aussi, et quand je dis aussi, c'est conjointement en fait, il n'y a pas forcément une logique qui va prendre le pas sur l'autre, mais Internet peut être aussi, contient en lui-même les moyens de son contre-feu en fait, de son contre-pouvoir. Et donc c'est ça qui est assez magique dans ce média, c'est qu'il y a à la fois une logique de diffusion sans précédent, des logiques systémiques, des comportements mimétiques très très puissants, très très accélérés, très rapides, et en même temps il y a des îlots, il y a des petites vacuoles. Un penseur et collègue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yves Citon, qui a pensé comme ça cette notion de la vacuole, justement, en disant on peut parfaitement s'abstraire, en fait. Rien ne nous empêche de nous abstraire. Alors si, professionnellement, on l'a dit, hein, il y a des logiques de métier qui font qu'on est de plus en plus connecté H24, que peut-être le télétravail va augmenter cette réalité première que connaissaient déjà beaucoup de professions, dont la mienne, en fait, finalement. Quand on a son lieu de travail, qui est aussi son lieu de vie, quand son outil de travail est aussi son outil de loisir, quand il y a une confusion permanente entre toutes les dimensions de notre vie, ce qui est le cas des artistes, ce qui est le cas des intellectuels, ce qui est le cas des enseignants, finalement, il y a une grande difficulté à arriver à s'abstraire, mais en même temps, on peut parfaitement le faire, en fait. Hein, c'est une question de volonté politique, au bout d'un moment, et de conscience. Donc je pense qu'on en parlait un petit peu en off, là, entre le moment du débat et le moment difficile de la synthèse. Il ne faut surtout pas tomber dans une conception résignée, et il faut surtout utiliser ce qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est la liberté, en fait. Hein. Internet est aussi un immense outil de liberté, sauf que, peut-être que... Alors là, je vous laisse tirer les conclusions de la conclusion. Est-ce que c'est une réalité liée à la nature humaine? Est-ce que c'est une donnée anthropologique? Mais il semblerait qu'effectivement, ces espaces de liberté, on les inhibe nous-mêmes parfois. Et Internet peut être un déclencheur, peut être un vecteur, peut être un moteur, si tant est qu'on arrive à renouer avec le désir, la signification, la finalité, et à passer de comportements très routinisés, très mécanisés, qui sont en fait liés aussi à l'accélération de l'efficacité en fait, de nos métiers. Mais en même temps, moi, je me pose vraiment la question. Hein, et là, après ces 2 ans de confinement, nous, on a passé quasiment une année à l'université en cours entièrement à distance. Je ne sais absolument pas quel est l'impact de ce que j'ai inventé. C'est un nouveau métier que j'ai inventé, je pense, à ce moment-là, comme beaucoup d'entre nous. Je n'en ai aucun recul sur l'efficacité que ça a eu. Je sais que ça a créé un énorme désir de la part des élèves et des enseignants, en tout cas une partie, de retour à une forme de communauté et de communion. Mais aussi, ça a produit d'autres formes d'échange. Et donc, effectivement, la question qui se pose, elle a été beaucoup évoquée, c'est la question du travail sur la complémentarité et le caractère cumulatif de nos pratiques. Simplement, la seule vraie donnée raréfiée aujourd'hui, c'est le temps. Pas seulement le temps d'esprit disponible, ça c'est OK, c'est un aspect du problème, mais tout simplement le temps de vie disponible à accorder à ces choses-là. Et donc, il va falloir faire un sérieux ménage dans nos pratiques, peut-être changer aussi nos formes de militantisme, changer nos formes de revendication professionnelle. À partir du moment où des milliers d'entreprises ont déjà chiffré le bénéfice que représentait le fait de pouvoir revendre des immeubles entiers de surface de bureau parce que maintenant, il est entendu que les gens vont continuer à travailler pour partie chez eux, à ce moment-là, il faut créer un modèle en fait, de revendication sociale qui soit adapté à cette chose-là. Si mon lieu de vie est mon lieu de travail, alors l'entreprise doit participer à l'entretien, la pérennisation de mon outil de travail qui est mon lieu de vie. Donc il y a des tas de problématiques nouvelles qui émergent. Il y a déjà des structures professionnelles qui commencent à réfléchir là-dessus. Il y aura probablement à monter vraiment à la confrontation sur ces questions-là, puisque personne ne va se poser les questions à notre place, en fait. Hein. Ça, c'est aussi une des choses qu'il faut vraiment prendre en considération. Il ne faut pas être dans l'attentisme, il faut être dans l'invention, et il faut arriver à mesurer en fait, toutes les conséquences de ce qui est probablement une mutation assez profonde de notre civilisation en cours, et dont les 2 dernières années n'ont été que peut-être
la vision exacerbée, en fait. Moi, à titre personnel, mais ça, c'est un débat que j'aurais aimé avoir avec la salle, je vois rien de nouveau, en fait, dans ce qu'on vient de vivre. Je vois juste une forme exacerbée de ce qui était déjà des formes de conditionnement, des formes d'inhibition, des formes d'arraisonnement de nos vies, de nos existences, de nos rapports aux autres. En fait, c'est peut-être l'aboutissement de 3 siècles d'individualisation de nos pratiques, de nos usages et de notre rapport aux autres. Peut-être. Mais on peut aussi faire mentir cette prophétie, si on suit Robert King Merton. Et on peut aussi se dire qu'on peut réécrire encore l'histoire à l'envers et qu'il n'est pas trop tard. Donc voilà, le but de ce débat, je pense, et j'espère, comme on est parti tout de suite dans le dur de la pensée critique, je voudrais vraiment pas que vous partiez avec l'idée que tous à cette table, on voulait vous faire un panorama, un état des lieux catastrophiste de la situation. Comme dans toute crise, il y a effectivement de la destruction, mais il y a aussi de l'invention. Simplement, il faut arriver à faire en sorte que l'invention prenne le dessus et permette justement, d'ailleurs, peut-être d'endiguer un certain nombre de processus de destruction ou de les transformer en mutation. Enfin, voilà. Donc tout est possible, et je pense qu'Internet ouvre les possibles. Simplement, il ne peut pas l'ouvrir sans nous. Ça reste un outil, ça reste un médium. Donc il faut humaniser et investir le médium pour pouvoir agir et avoir une efficacité sur le réel. Voilà. Bon, c'est un peu Merci beaucoup. C'est bien terminé. Merci, Martial. C'est bien de terminer en parlant d'humaniser le numérique, une vision du digital et ses transformations. Et ça fait la boucle avec l'intervention d'Emmanuel Vergès aussi ce matin, qui parlait du dernier numéro de l'Observatoire des politiques culturelles que je vous invite à lire autour de ces questions-là. Je crois que dans le fond, au TMN Lab, on partage aussi une vision un peu utopiste dans tout ça, autour de ces questions. On aimerait revenir à une forme d'utopie aussi, d'une vision du numérique et d'une structure post-Internet. Comment prendre en compte tout ce changement civilisationnel, c'est la fin de journée, c'est de plus en plus difficile, peut être vraiment quelque chose, une source de créativité, et que nos lieux sont des espaces d'imaginaire, sont des espaces pour construire des possibles, des manières d'envisager les transitions aussi. Ce sont des espaces d'imaginaire et de possibles qu'on partage avec des artistes et des publics. Et à ces endroits-là aussi, certainement, on peut être des endroits d'itération, d'expérimentation, oser rater aussi parfois. Qu'est-ce que ça voudrait dire de toute façon? En tout cas, chacun a son rythme. Ce qui est certain, c'est qu'à travers toute cette enquête, à travers ce qui a été dit là aussi, dans ces enjeux du numérique, l'idée n'est pas de marcher au plus vite et de courir après l'innovation. L'idée est de s'interroger, de reposer des définitions ensemble, une culture numérique du secteur, pas forcément une culture numérique commune, absolument, parce qu'on peut aussi les construire différemment chacun, mais en tout cas avancer, échanger, et à partir de ces bases qu'on aura pu débattre et poser avec les artistes, les directions de lieux, les publics, les politiques, pouvoir construire des politiques, des actions plus ambitieuses, et aussi faire en sorte que les professionnels qui se sentent démunis souvent sur ces questions ne se sentent plus démunis et plus sentent que tout est possible pour créer et imaginer. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, toute cette longue journée, dense journée, dont vous retrouverez l'ensemble des échanges en ligne. Vous nous laisserez un petit peu de temps juste pour faire le montage et on les publiera dans les semaines qui viennent. Je vous invite à vraiment prendre le temps d'aller explorer l'état des lieux du numérique que nous avons mis en ligne ce matin, à nous faire des retours. N'hésitez vraiment pas, que ce soit sur le mail de Clément ou le mien, que ce soit sur notre page Facebook, aux différents Facebook. Bon, faites-le sur le mail plutôt, même si c'est un mail Gmail, je crois. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter et à participer à ce réseau. Ce réseau n'existe que parce que vous en faites partie. Donc, encore une fois, merci.